Bonjour Maxence Cordier. Bonjour Bertrand Guillot. Alors vous êtes spécialiste sur les questions énergétiques et vous publiez donc ce livre, Énergie Fake or Not, publié aux éditions Tana. Alors l'actualité ces derniers mois a été particulièrement chargée en ce qui concerne les questions d'énergie. Et pour commencer, j'aimerais qu'on aborde ensemble la question du gaz, qui est une problématique très liée au conflit russe, même précédemment liée à ce qui se passait auparavant. Alors c'est un sujet potentiellement assez angoissant pour les Français. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est à peu près à 60% des réserves de stockage de gaz pour la France. Moi, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Est-ce qu'on peut atteindre 100% de stockage d'ici le 1er novembre, comme le prévoit le gouvernement ? C'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Tout ça va dépendre pas mal de l'avenir des livraisons de gaz russe dans les prochaines années. En fait, le gaz, c'est une source d'énergie qui est assez pratique parce qu'elle permet de faire des gros appels de puissance. Donc on l'importe toute l'année, on la consomme surtout en hiver pour le chauffage et on la stocke l'été. Donc en France, c'est Storengy, une filiale d'Engie qui gère ça. On a plusieurs sites de stockage et globalement, la France, normalement, a une centaine de jours à peu près de réserve de stock de consommation de gaz. La difficulté à laquelle on fait face actuellement, c'est que dans le cadre du conflit en Ukraine, la Russie réduit progressivement ses approvisionnements gaziers vers l'Europe, ce qui a pour effet de faire s'envoler les prix. Donc la France et le reste de l'Europe sont obligés d'acheter du gaz à prix très élevé. Et on avance un peu dans l'inconnu pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que la Russie va réaugmenter ses livraisons de gaz? Est-ce qu'elle va les maintenir au niveau actuel? Est-ce qu'elle va encore les réduire? Donc il y a vraiment un enjeu pour essayer de remplir le plus possible les stocks de gaz le plus vite possible pour être sûr d'avoir le plus de stocks à l'hiver prochain. Est-ce qu'on risque pas une sorte de guerre commerciale avec nos partenaires européens? Parce que j'imagine que tout le monde veut remplir en même temps ses stocks. Tout à fait, et donc les regards se tournent aussi vers les autres fournisseurs. Donc par exemple, dès le début du conflit, l'Italie est tout de suite allée négocier avec l'Algérie pour acheter tout ce qu'elle pouvait auprès de l'Algérie. Donc il y a comme ça des jeux commerciaux entre les différents pays européens. Ensuite, le GNL, qui est un gaz naturel liquéfié, c'est un autre moyen de transporter le gaz. Donc on peut transporter du gaz soit via des gazoducs, des tuyaux, soit sous forme liquéfiée par navire. Mais tous les pays n'ont pas des ports dédiés à l'accueil de navires méthaniers. La France en a, l'Espagne en a. Et donc, il y a aussi un jeu pour essayer de récupérer le plus possible de navires méthaniers pour remplir nos stocks. Et quand bien même on atteindrait les 100% de stockage atteints, est-ce que ça nous garantit ou pas un hiver serein? Parce que finalement, est-ce que c'est suffisant? Non. Les stocks de gaz, déjà, ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Certains en ont plus que d'autres, certains n'en ont pas. En France, on a en gros une centaine de jours de stock de gaz. L'hiver dure plus d'une centaine de jours. Donc après, ça va dépendre de pas mal de paramètres. L'état des importations de gaz cet hiver. Est-ce que la Russie continuera à nous fournir du gaz cet hiver en plus des stocks, ou est-ce qu'il faudra compter que sur les stocks? Quelle température fera-t-il cet hiver aussi? Si l'hiver est doux, on aura besoin de beaucoup moins de gaz que si l'hiver est très rigoureux. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas du tout quelle sera la température l'hiver prochain. Ça dépendra aussi de la disponibilité des capacités de production électrique. Si on utilise plus de nucléaire, qu'il y a plus de vent et donc on a plus d'électricité éolienne, qu'on utilise plus de charbon, on consommera moins de gaz. Et réciproquement, si on doit utiliser plus de gaz pour produire de l'électricité, ça en consommera davantage. Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer dessus. Mais a priori, il faudra de toute façon des importations en plus des stocks. Les stocks sont surtout un moyen d'améliorer le passage de l'hiver, mais à l'échelle européenne, ils ne suffiront pas. Est-ce que vous pouvez nous résumer très très rapidement, parce que c'est vraiment dans les grands volumes, à quoi sert le gaz en France? Parce qu'elle sert à la consommation primaire d'énergie, mais est-ce qu'elle sert aux entreprises? Est-ce qu'elle sert à la création, à production d'électricité, pardonnez-moi, production de chaleur, etc. Donc, si vous pouvez juste nous donner un ordre d'idée. En Europe, le gaz sert principalement à trois choses, chacune correspondant plus ou moins à un tiers: la production d'électricité, le chauffage
et la consommation dans les industries, soit en tant que source d'énergie, soit en tant que matière première, par exemple pour faire de l'engrais. En France, le gaz sert assez peu à produire de l'électricité. Par contre, c'est la première source d'énergie dans le chauffage et il est aussi utilisé dans l'industrie. Et dernière question sur ce sujet, est-ce qu'on peut imaginer un rationnement du gaz, coupure du gaz même? À mon avis, oui, c'est tout à fait possible. Alors, rien de certain, encore une fois, à ce niveau-là, on parle de risques. Cet hiver, il y a beaucoup de risques sur l'électricité, sur le gaz. Mais oui, si la Russie décide de couper son approvisionnement gazier, surtout si on n'a pas fait des économies de gaz et qu'on n'a pas anticipé cette possibilité pour le rationner, le rationnement cet hiver peut être plus rigoureux. Alors, la France n'est pas le pays le plus fragile à ce niveau-là. Tout d'abord parce qu'on consomme moins de gaz que d'autres pays grâce à notre production électrique qui en dépend peu. Ensuite, parce qu'on a la chance d'être plutôt à l'ouest de l'Europe, donc on est assez éloigné de la Russie, donc le gaz est livré suivant des critères aussi géographiques. Donc l'Europe de l'Est est plus dépendante du gaz russe que l'Europe de l'Ouest. Donc en France, le gaz russe est un petit peu moins d'une vingtaine de pourcents de notre approvisionnement. Donc il y a du gaz qui vient d'ailleurs, mais d'autres pays seront plus touchés que nous. Maintenant, si on parle un petit peu d'électricité, donc du parc nucléaire principalement, aujourd'hui, on a 12 réacteurs qui sont en cours d'inspection pour des problèmes de corrosion. On en a 15 autres qui sont à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Alors, est-ce que la situation peut être pire? Parce qu'on a quand même l'impression qu'en un an, il s'est passé énormément de choses et qu'on a un parc nucléaire en grande souffrance. Alors, des problèmes de maintenance, ça, c'est pas un problème. En fait, le parc nucléaire est dimensionné pour passer l'hiver. Donc la consommation électrique est surtout élevée en France en hiver du fait du chauffage et elle est beaucoup plus faible en été. Donc EDF s'arrange pour mettre ses maintenances en été. Donc tous les ans, la disponibilité du parc est plus faible en été qu'en hiver, mais ça c'est planifié, c'est prévu parce que la demande est plus faible en été. Donc les maintenances, ça c'est pas quelque chose d'étonnant. Là où il y a un problème, c'est avec les corrosions sous contrainte qui ont été détectées dans un certain nombre de réacteurs qu'il va falloir réparer et qui augmentent l'indisponibilité. Et donc moins de réacteurs disponibles, ça veut dire davantage utiliser les autres moyens de production d'électricité. Et en Europe, ça veut dire davantage utiliser des centrales fossiles et surtout des centrales à gaz. Donc l'indisponibilité particulièrement élevée du parc nucléaire depuis quelques mois et jusqu'à l'an prochain, en fait, c'est que ça va nous rendre plus dépendants des centrales fossiles, notamment à l'étranger. La France est le premier exportateur d'électricité en Europe. D'habitude, cette année, il est probable que ce ne soit pas le cas et on sera peut-être importateur d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est sur ces problèmes de corrosion? Est-ce que c'est même, je peux dire, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un problème qui puisse nuire à la vie même de la centrale ou c'est un problème, on va dire, plus anecdotique avec tous les guillemets de la Terre? Alors non, ça ne menace pas la durée de vie de la centrale. D'ailleurs, les centrales les plus touchées, ce sont les centrales les plus récentes, parce que c'est surtout une question de géométrie d'un circuit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais là, l'enjeu, c'est surtout de détecter les réacteurs qui sont touchés. Donc, il y a un certain nombre de réacteurs qui ont été testés. Il y en a qui sont touchés, il y en a qui ne le sont pas. Réparer pour ceux qui le sont, c'est-à-dire remplacer cette tuyauterie, ce qui nécessite de commander la tuyauterie, de la certifier, ensuite de la remplacer, ce qui est une opération un petit peu lourde quand même. Donc, ça prend du temps, ça nécessite des profils spécialisés, mais c'est quelque chose qui est remplaçable. Donc, c'est un problème très embêtant actuellement parce que au moment où on a le plus besoin de parc nucléaire, c'est un moment où il est particulièrement peu disponible, mais ça n'affecte pas la durée de vie des réacteurs. On est dans une période un petit peu de sécheresse, on va dire, et on entend pas mal, depuis notamment les présidentielles, que le réchauffement climatique, dont la sécheresse peut être l'une des conditions, l'une des conséquences, il pourrait justement nuire à l'exploitation des centrales nucléaires. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est vraiment pas mal repris, notamment dans les législatives également. Est-ce que c'est un argument pertinent?
est-ce que les sécheresses peuvent nuire à terme à l'exploitation des centrales nucléaires? Le changement climatique va affecter une bonne partie de nos activités. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte de manière générale. Concernant le nucléaire, il y a à mon sens deux sujets. Il y a le sujet des parcs, du parc nucléaire existant, dont la quasi-totalité des réacteurs devrait être arrêtés, on va dire, aux alentours des années 2040-2050, si on fait une hypothèse de durée de vie si on prend une hypothèse de durée de vie de 60 ans. Donc pour ce parc-là, le réchauffement climatique ne devrait pas être un problème majeur. Actuellement, c'est largement moins d'1% de la production nucléaire sur l'année qui est affectée par ces épisodes de sécheresse. Pour les nouveaux réacteurs, par contre, là, il y a un vrai enjeu à faire ces calculs et à s'assurer que sur leur durée de vie, donc qui est 60 ans plus les durées de construction, etc., donc ça nous engage globalement sur un siècle, qu'ils puissent être exploités dans les meilleures conditions, en prenant des hypothèses pessimistes sur le changement climatique à ces horizons de temps. Après, pour être quand même un peu rassurant sur les questions de réchauffement climatique, ce n'est pas un problème de sûreté pour les réacteurs. C'est un problème de biodiversité à l'aval des cours d'eau. C'est-à-dire que pour toute industrie rejetant de la chaleur, donc ça peut être une centrale nucléaire, une centrale à charbon, certaines usines qui produisent de la chaleur, il y a des normes de rejet thermique dans les rivières pour ne pas affecter la biodiversité, la faune et la flore en aval de la centrale. Le problème l'été, quand il fait très chaud, c'est qu'il y a moins d'eau et l'eau est plus chaude. Donc les rejets thermiques peuvent surchauffer la rivière et induire un stress pour cette faune et cette flore. Donc quand on réduit la puissance des réacteurs nucléaires, voire qu'on en arrête certains, en fait, c'est pas pour des raisons de sûreté. C'est pour si vraiment, pour une raison X, Y, on avait besoin de faire fonctionner un réacteur, on peut. C'est pour des raisons de biodiversité. D'accord. J'ai envie de poser un peu la même question que pour le gaz, parce que finalement, avec un parc, on va dire, dont pratiquement la moitié des réacteurs sont à l'arrêt, est-ce qu'on peut craindre des coupures d'électricité, notamment l'hiver? Cet hiver, oui, il y a un risque. Mais déjà, il y avait des risques les hivers précédents. Pour citer RTE, le système électrique est sans marge. Sans marge, c'est-à-dire que si tout se passe bien, qu'on a un hiver dans la moyenne, qu'on a une disponibilité du parc dans la moyenne, que nos voisins ont une disponibilité du parc dans la moyenne, que tout est dans la moyenne, ça passe. Par contre, s'il y a des aléas, comme actuellement sur notre parc nucléaire, avec un niveau d'indisponibilité assez élevé, que l'hiver est particulièrement froid, qu'il y a un problème sur l'approvisionnement en gaz, là tout de suite les risques sont plus élevés. Donc déjà il y avait des inquiétudes les hivers passés, ces inquiétudes sont encore plus élevées pour l'hiver prochain. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de pays européens ont décidé soit de maintenir des centrales à charbon qui prévoyaient d'arrêter, je pense notamment à l'Allemagne qui devait arrêter 14 gigawatts de centrales à charbon, donc ce qui est un nombre assez important, c'est quasiment un quart de la puissance de notre parc nucléaire en charbon qui prévoyait d'arrêter d'ici 2023, qui vont finalement maintenir. L'Autriche, qui était sortie du charbon en 2020, rouvre une centrale. La France va rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold pour essayer de se redonner des marges cet hiver. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on en soit arrivé dans cette situation alors que ça fait des années que le gestionnaire du réseau électrique dit qu'on est sans marge, que l'autorité de sûreté nucléaire alerte aussi les autorités depuis des années quant au fait que le système électrique doit avoir des marges pour pouvoir exploiter les installations dans les meilleures conditions. Alors on n'a pas de marge, comme vous dites, mais on a également des pays qui ont sacrifié quelque part leur industrie nucléaire. Je pense à la Belgique, je pense à l'Allemagne, et qui continuent à le faire malgré le contexte international. Pourtant, est-ce qu'on n'a pas là la preuve, ces derniers mois, que leur stratégie énergétique, environnementale, à la rigueur, était suicidaire au final? Si, mais ce sont des décisions politiques qui ont été prises pour des motifs idéologiques et sur lesquels il est très difficile de revenir. La coalition au pouvoir en Allemagne est composée du SPD, les socialistes, des Verts et des libéraux. Ceux qui ont décidé la sortie du nucléaire en Allemagne, c'était un gouvernement composé des socialistes et des Verts, sous Gerhard Schröder, qui, soit dit en passant, est allé chez Gazprom 2 mois après la fin de son mandat. Gazprom, l'opérateur gazier national russe.
Donc c'est très difficile pour Olaf Scholz et les Verts, si tant est qu'ils le veuillent, de revenir sur une politique qui a été initiée il y a 20 ans par un gouvernement venant d'eux, et de dire à la population que l'objectif principal qui a été poursuivi à coût de centaines de milliards d'euros dans les 20 dernières années, finalement, n'était pas le bon objectif, que la priorité, c'était pas de sortir du nucléaire. Donc, il est plus facile, en fait, de nier le problème et de poursuivre encore un petit peu dans cette direction, plutôt que de tout remettre sur la table. En Belgique, c'est un peu la même chose. La seule préoccupation de la ministre de l'Énergie, issue du parti Groen, parti vert flamand de la Belgique, Tine van der Straat, c'est de sortir du nucléaire. Donc c'est la seule chose qui l'intéresse, et elle ne voit malheureusement pas au-delà. Et on a ces associations qui suivent également ce genre de chemin. Donc je pense à Negawatt, je pense à Greenpeace. On a également en France la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts qui disent que la priorité, c'est de sortir du nucléaire. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique ne devrait pas être la priorité absolue? Et est-ce que finalement les antinucléaires d'aujourd'hui, qui reprennent les mêmes raisonnements que ceux des années 70, ne sont pas les plus grands réactionnaires de notre époque? Alors, pour ne pas les cibler uniquement eux, en fait, je pense que le sujet énergétique est instrumentalisé par un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'en politique, le sujet énergétique est instrumentalisé comme un moyen de s'opposer. En caricaturant un peu, vous êtes à gauche, vous êtes anti-nucléaire pro-éolienne, vous êtes à droite, vous êtes anti-éolienne pro-nucléaire, et finalement, vous en moquez des éoliennes ou du nucléaire. Le but, c'est juste d'avoir un truc pour vous taper dessus, peu importe les fossiles. Et c'est ça qui est dommage, finalement, c'est qu'il n'y a pas une vision systémique des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la transition énergétique? En fait, le but de la transition énergétique, c'est pas de transitionner pour transitionner, se déplacer ou changer un système qui fonctionne pour le plaisir de changer. Ça peut pas être un objectif. En fait, si on doit faire une transition énergétique, c'est parce qu'il y a le changement climatique qui est lié à l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, principalement le CO2 émis par la combustion des combustibles fossiles et le méthane émis par l'industrie des combustibles fossiles et l'agriculture. Et la deuxième raison pour faire cette transition énergétique, c'est aussi l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels repose notre économie, nos acquis sociaux, etc. Et donc c'est ça qui devrait être le premier déterminant de ces politiques, mais ça nécessiterait qu'ils se plongent un peu dans les sujets et qu'ils abordent aussi des questions qui sont beaucoup plus difficiles. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais des questions de sobriété, des questions de flexibilité, qui voit aussi que chaque alternative aux combustibles fossiles a aussi ses limites, qu'il s'agisse du nucléaire ou de l'éolien. Toutes ont leurs limites, ne permettront pas forcément de remplacer les combustibles fossiles dans l'entièreté de leurs usages actuels. Ça demandera des efforts, et c'est beaucoup plus facile de dire bon bah voilà, moi je suis dans l'équipe nucléaire, moi je suis dans l'équipe éolienne, et puis bah voilà, maintenant on fait un match, on se tape dessus et le plus fort gagne. Ça fait pas progresser le débat, mais c'est facile. On parlait tout à l'heure des centrales à charbon. Donc dans votre livre, vous expliquez bien que le charbon, c'est ce qu'il y a de plus polluant, de plus énergie fossile la plus polluante, loin devant le pétrole et le gaz. Comment on peut accorder une crédibilité, comment même nous, parce que la France, vous l'expliquez vous-même, la France va relancer une centrale à charbon en Moselle, si je ne dis pas de bêtises. Comment peut-on être crédible sur le climat quand nous-mêmes, nous contribuons à relancer une énergie qui est parmi les plus polluantes au monde? Les systèmes énergétiques, ce sont des systèmes avec énormément d'inertie. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi en matière de politique énergétique sans en payer le prix pendant un temps. Et à partir d'un moment, quand vous commencez à voir les conséquences de vos actions, qu'elles aient été positives ou négatives, il est trop tard pour rattraper le coup rapidement si de mauvaises décisions ont été prises. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on a poursuivi des objectifs erratiques pendant les 20 dernières années, au moins les 10 dernières années. La priorité jusqu'à il y a un an des différents gouvernements qui se sont succédés, c'était de réduire la part du nucléaire pour augmenter les renouvelables. Finalement, les fossiles, c'était secondaire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on doit gérer à court terme et essayer de limiter les dégâts face à une crise énergétique qu'on n'a pas voulu voir venir.
Et donc, on en est réduit à ces extrémités-là. Donc, en France, on couvre une centrale à charbon. En Allemagne, ce sont plusieurs gigawatts de charbon qui ne seront pas fermés. Officiellement de façon temporaire, mais en fait, quand on regarde les déterminants de la transition énergétique en Allemagne, sa situation, en fait, ils vont dépendre durablement du charbon. La politique de l'Allemagne, c'est un pays de 83 millions d'habitants industriels, donc ils ont besoin d'une source d'énergie pilotable et intense. Ils avaient le choix entre nucléaire, charbon et ou gaz. Ils ont fait le choix de sortir du nucléaire en priorité. Reste le charbon et le gaz. Ils ont du charbon dans leur sous-sol, par contre, ils n'ont pas de gaz. Sachant que les extractions européennes gazières sont en déclin depuis une vingtaine d'années et donc on est de plus en plus dépendant de la Russie et du GNL pour lequel on est en compétition avec la Chine qui draine le marché du GNL avec des besoins, avec une demande sans cesse croissante, je n'arrive pas à imaginer que l'Allemagne puisse remplacer massivement son charbon par du gaz. Donc, tant qu'elle ne change pas radicalement sa politique énergétique, elle restera dépendante durablement du charbon. Donc là, on vient d'aborder le charbon. On va maintenant aborder un petit peu les énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, il y a l'histoire des éoliennes. Alors les éoliennes, on en a énormément parlé, notamment lors des présidentielles. Et comme vous l'avez dit à l'instant, il y a les pros, il y a les antis. C'est difficile de trouver un juste milieu. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, sans parler des désagréments paysagers et auditifs qui sont propres à chacun, on va dire, surtout paysagers. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur cette énergie dans le futur quand on voit qu'elle produit finalement relativement peu par unité? Est-ce que c'est suffisamment fiable pour se dire « Ok, on va se reposer sur l'éolien » ? Je veux dire, on n'a pas le choix. Le RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a produit une étude en octobre dernier qui s'appelle Futur énergétique 2050, dans laquelle RTE étudie plusieurs scénarios de demande, plusieurs scénarios d'offres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, toutes les filières de production électrique et aussi de consommation vont devoir donner leur maximum. Par exemple, dans leur scénario, la totalité des bâtiments sont en catégorie A ou B d'efficacité énergétique, donc des bâtiments très efficaces en 2050. Donc c'est-à-dire que même la passoire thermique des années 60, on arrive miraculeusement à bien l'isoler. Dans leur scénario, avec le plus de nucléaire, il y a quand même 13 gigawatts de flexibilité de la demande, c'est-à-dire un quart globalement de la production, de la consommation électrique actuelle qui serait décalable dans le temps en 2050. Donc là, il y a aussi un pari sur l'acceptabilité des gens. Dans ce scénario avec le plus de nucléaire, le parc éolien à terre est quand même multiplié par 2,5. Le parc éolien en mer, de rien du tout, passe de mémoire à 22 gigawatts, donc ce qui est quand même important. Le parc solaire photovoltaïque est multiplié par 8. On arrive à construire 14 EPR, pas mal de SMR, prolonger certains réacteurs au-delà de 60 ans, construire une ou deux steps, donc des barrages réversibles. Il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ça. Si on n'arrive pas à isoler autant les bâtiments qu'on a prévus, si la population n'accepte pas de flexibiliser sa demande, s'il y a une opposition à l'éolien qui empêche d'atteindre ses objectifs, si la filière nucléaire n'arrive pas à construire 14 EPR, il faut se redonner des marges. Et si on décide d'abandonner une ou plusieurs filières de production bas carbone, que ce soit le solaire photovoltaïque ou l'éolien ou le nucléaire, en fait, on rend ce problème qui est déjà extrêmement complexe encore plus complexe et on a encore moins de chances de réussir. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un citoyen peut se poser tout simplement, c'est de se dire, est-ce qu'on investit dans la bonne énergie tout simplement? Est-ce qu'on n'investit pas dans l'énergie qui produit la moins? Alors, ce n'est pas le cas pour l'éolien, vous allez me répondre. Par exemple, est-ce qu'on ferait pas plus est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt, comme le proposait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, de plus investir sur l'éolien marin, par exemple? Alors, il faut investir dans toutes les énergies. Là, on n'a pas le choix. Il faut investir dans toutes les énergies. Là où, ça m'arrive rarement, je peux rejoindre Jean-Luc Mélenchon, c'est que je pense, là plutôt pour des raisons tactiques, qu'il y a un intérêt à investir prioritairement dans l'éolien en mer, parce que en fait, on voit une opposition à l'éolien à terre qui était locale, qui a commencé à se cristalliser, qui devient nationale et qui commence à menacer un peu l'industrie éolienne. Donc, accélérer sur l'éolien en mer peut permettre de développer davantage l'éolien, quitte à revenir plus sur l'éolien à terre après. Tandis que si on reste
concentrer d'abord sur l'éolien à terre, on risque d'apporter de l'eau au moulin aux opposants à l'éolien à terre et à vraiment à poser des difficultés à la filière dans son ensemble. Donc, en fait, de mettre un peu plus d'efforts sur l'éolien en mer peut permettre aussi de simplifier un peu le déploiement de l'éolien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le développement de l'éolien à terre, il faut aussi le faire. Et qu'est-ce qu'il en est de cet argument qu'ont les opposants à l'éolienne qui disent on installe un parc éolien, il faut installer une centrale thermique qui fonctionne au gaz ou au charbon en France. Alors, si cet argument a peut-être une valeur en Allemagne qui repose énormément sur le charbon et le gaz, est-ce que la France, qui possède le nucléaire, donc une énergie, vous allez nous dire si elle est suffisamment pilotable, est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que cet argument a une raison d'être en France? Le nucléaire est pilotable, mais il n'y a pas d'intérêt économique à faire du pilotage avec. Si on doit réduire... En fait, une centrale nucléaire coûte à peu près autant qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas. Donc, si on envisageait un système où on a du nucléaire, de l'éolien et l'éolien chasse du nucléaire, en fait, on a un double système de production électrique qui ne présente pas vraiment d'intérêt. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Avec la décarbonation, on va devoir fermer des centrales fossiles, des centrales à charbon, puis ensuite des centrales à gaz. Donc il va falloir trouver d'autres leviers de flexibilité dans le système électrique. Alors ce sera en partie sur de la production, construire des nouvelles centrales nucléaires, ce qui ne se fera a priori pas dans tous les pays. Ça va aussi passer par de la demande, donc il va falloir dans tous les cas flexibiliser notre demande, même si on développe le nucléaire, donc piloter en partie le chauffage sur signal réseau. Alors c'est pas forcément caricatural, hein. Ça peut être des contrats avec lesquels le consommateur paye moins cher contre ce petit service qui est en réseau. Donc il fixe une température de consigne basse, une température de consigne haute. Dans son contrat, il a tant d'heures à la température basse, tant d'heures à la température haute. Donc je sais pas, par exemple 18 et 20 degrés. Et après, c'est le réseau qui gère entre les deux contre un contrat qui lui coûte moins cher. C'est aussi du pilotage de la charge des véhicules électriques, etc. Et ensuite, du stockage qu'il va falloir développer. Alors la conversion de barrage en barrage réversible, qui est le moyen de stocker le plus d'électricité à l'échelle d'un pays. Et puis il y a encore un peu de potentiel en France à ce niveau-là. Des services réseau rendus par les véhicules électriques qui peuvent aussi servir de moyens de stockage. C'est quelque chose qu'on peut développer. Et en fait, il va falloir développer tout ça pour pouvoir se passer progressivement des centrales fossiles. Donc effectivement, si on ne flexibilise pas du tout la demande ni le stockage, le niveau de demande va être toujours va être inchangé. Donc il va falloir avoir du pilotable et donc on est obligé de construire des centrales à gaz. Mais ça, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment posé la question de la flexibilisation du système électrique, qui est un aspect fondamental de la transition. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, en effet, quand on installe un parc, on installe des centrales à gaz? Non, quand on installe un parc, on n'installe pas des centrales à gaz. Mais d'un autre côté, le système a de moins en moins de marge aussi, parce qu'on a fermé de nombreuses centrales pilotables, alors surtout des centrales à fioul et des centrales à charbon, et aussi la centrale nucléaire de Fessenheim, et sans les remplacer. Donc si on veut regagner en marge sans construire de centrales fossiles, on peut à la fois construire des centrales nucléaires et flexibiliser le système électrique, c'est-à-dire piloter davantage la demande, développer des moyens de stockage qui permettent de décaler de la demande dans le temps. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de l'acceptation des populations à l'éolien. L'énergie photovoltaïque, finalement, rencontre moins ce genre de remarques. Il y a moins de débats sur le photovoltaïque et pourtant, on entend le développer quand même massivement. Multiplié par 10, si je m'en tiens au discours d'Emmanuel Macron à Belfort en février. Quels sont les points forts de cette énergie pour qu'on investisse à ce point autant, parce que l'Europe aussi, et des engagements qui sont faits au niveau européen. Quels sont les points forts de cette énergie qui paraît justement, pour le coup, par nature, est encore plus intermittente que l'éolien, vu qu'elle ne fonctionne pas la nuit? Alors, tout d'abord, c'est une énergie bas carbone, donc ça, c'est quand même son principal avantage, comme l'éolien ou le nucléaire, par exemple. Ensuite, l'avantage qu'elle a, peut-être par rapport à l'éolien, c'est qu'elle est prévisible. Elle est intermittente, mais prévisible. C'est-à-dire qu'on sait que le solaire produira en journée, avec une production concentrée à midi, et pas la nuit. Et ça, en soi, ça peut permettre de programmer certains usages.
Typiquement, vous pouvez concevoir des systèmes où un certain nombre de demandes peut se déclencher à midi. Par exemple, prenons l'exemple des chauffe-eau. Il y a déjà pas mal de gens, moi y compris, qui avons des chauffe-eau électriques avec heure pleine, heure creuse, et les chauffe-eau fonctionnent la nuit parce que c'est la nuit que la demande est la plus faible. Dans un système où il y aura de plus en plus de solaire photovoltaïque, on peut imaginer que ces contrats-là se décalent de plus en plus vers le midi quand l'offre sera la plus élevée. Ce qui n'est pas forcément faisable avec l'éolien, parce que l'éolien n'a pas cette prédictibilité. Après, il peut y avoir aussi des oppositions à certains projets. Je pense notamment à des projets de solaire au sol dans des endroits. Il y a eu quelques projets controversés. Par exemple, je pense à un projet dans le sud où je ne sais plus quel opérateur prévoyait de raser une forêt pour mettre des champs de panneaux solaires. Donc, comme toute industrie, il y a des débordements. Après, l'avantage du solaire photovoltaïque, c'est qu'on peut aussi faire autre chose. Il y a pas mal d'endroits qui sont inexploités ou mal exploités et qui peuvent permettre d'utiliser des panneaux solaires. Je pense à l'agrivoltaïsme, par exemple. Vous avez des pâturages et des panneaux solaires au-dessus, ce qui en plus permet de faire des ombrages pour les animaux. Vous pouvez avoir des friches industrielles ou des usines sur lesquelles vous pouvez mettre des panneaux, ce qui ne coûte rien, parce que de toute façon, ce qui est en termes d'espace, d'artificialisation des sols, parce que c'est sur des toits. Donc il y a un certain nombre de choses quand même qu'on peut faire, et c'est moins visible aussi que l'éolien, ce qui évite quand même une part d'opposition. Alors, on n'a pas le choix d'investir de ne pas investir dans le renouvelable, finalement, c'est ce que vous nous dites. D'un autre côté, on entend beaucoup ça, donc en parler beaucoup politiquement. L'Europe met en place des dispositifs, donne des objectifs, mais est-ce qu'on a les moyens de tenir ces objectifs? En plus, on a une augmentation du cours des matières premières qui est parfois presque délirante. Est-ce qu'on a simplement les moyens de faire cette transition énergétique aussi rapidement que les objectifs qu'on se donne? C'est une bonne question. Alors ça rejoint un sujet dont on parlera peut-être plus tard sur le besoin de sobriété, parce qu'il y a vraiment une difficulté en fait à substituer les combustibles fossiles qu'on utilise de façon massive en Europe et même en France par des alternatives. Mais effectivement, il y a beaucoup de plans d'évaluation économique de la décarbonation qui avaient une vision un peu angélique, qui se disait les énergies renouvelables ont vu, et les batteries aussi ont vu leur cours réduire fortement ces dernières années, donc on extrapole et on continue cette décrue. Au bout d'un moment, les combustibles fossiles vont devenir chers, et c'est génial, on va décarboner de façon économiquement compétitive, on s'en rendra même pas compte, les renouvelables vont devenir plus compétitives et ça va chasser tout seul le fossile. En fait, c'est plus compliqué que ça. Si le prix des combustibles fossiles augmente, ça fait augmenter le cours des matières premières, donc ça fait aussi augmenter le cours des énergies renouvelables, et donc ça rend la transition aussi plus chère. Et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. En fait, toutes les énergies et technologies qui ont un rôle à jouer dans la transition, donc je pense au nucléaire, aux renouvelables, électrique et thermique, biogaz aussi, pompe à chaleur, etc. Les carburants, aviation durable, l'hydrogène, les véhicules à batterie, etc. Ça a un rôle à jouer dans la transition à partir du moment où on s'interroge aussi sur les usages. Et vous parlez des batteries. Les batteries, c'est le lithium. Le lithium, on voit qu'il y a une volonté de produire plus localement le lithium en Europe et en France. Alors, est-ce que, pour la France, je vous demande, est-ce que la France est capable d'être autonome, souveraine, entre guillemets, sur sa production de lithium qui sert notamment à faire les batteries pour les voitures, et le stockage de l'énergie, donc qui est un enjeu majeur. Est-ce qu'on est capable, nous, dans nos sols, d'être autonome à 100% avec notre lithium? Autonome à 100%, ça je ne serais pas capable de répondre. Par contre, j'ai des choses à dire sur le lithium. Et en fait, la décarbonation de notre économie passera en bonne partie par de l'électrification, parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique qui est le plus facile à décarboner, grâce aux renouvelables, au nucléaire, etc. Le problème de l'électricité, c'est que ça nécessite beaucoup de métaux. Des métaux pour produire l'électricité, donc ça, ce sont souvent dans des générateurs avec du cuivre, pour transporter l'électricité avec du cuivre, pour stocker l'électricité dans des batteries avec du lithium, du cobalt, du nickel.
Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on risque de faire face à un certain nombre de contraintes sur les approvisionnements en métaux, pas forcément pour des raisons géologiques, par exemple du lithium il y en a plein, mais aussi pour des raisons de flux. Par exemple, le lithium, il y a des investissements qui font que la production va augmenter dans les prochaines années, par contre les perspectives de demande sont encore plus élevées, et donc on s'attend à des tensions significatives sur le lithium en fin de décennie, parce que l'industrie minière c'est une industrie du temps long, pour ouvrir une mine il faut une dizaine d'années, donc il faut anticiper, et les perspectives d'offres sont inférieures aux perspectives de demande. Pareil sur le cuivre, on s'attend à faire face à des tensions. Donc, et en plus de ça, la production et surtout le raffinage des métaux est encore plus concentré dans les mains de certains pays, et là je pense à la Chine, que les combustibles fossiles. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui a été développée par la Chine pour se positionner sur le raffinage des métaux. Donc la Chine a trusté ce marché-là, et donc on est très dépendant d'un nombre réduit de pays pour les approvisionnements en métaux. Donc pour la France et l'Europe, il y a tout un enjeu à la fois pour développer un approvisionnement en matières premières primaires, c'est-à-dire de l'extraction sur notre territoire. Et là, il y a du potentiel. Par exemple, sur le lithium, il y a des projets d'exploitation de lithium géothermal. C'est du lithium dissous dans l'eau dans l'est de la France et dans l'ouest de l'Allemagne. Alors là, il faut s'assurer qu'on ne mette pas des barrières à l'émergence de cette extraction qui soit insurmontable, parce que si du fait de normes trop contraignantes, en fait, cette extraction ne voit pas le jour, on gardera notre dépendance. Deuxième point, c'est développer les matières premières secondaires, c'est-à-dire la collecte et le recyclage des batteries, etc., tout en ayant conscience du fait que pendant longtemps, ça ne pourra représenter qu'une part marginale de notre approvisionnement. Typiquement, les batteries qu'on recycle aujourd'hui sont celles qu'on a mises sur le marché il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait quasiment pas de véhicules électriques. Pareil, dans 10 ans, les batteries qu'on recyclera, ce sont celles qu'on met aujourd'hui sur le marché. Mais dans 10 ans, le marché des véhicules à batterie sera probablement beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc ce qu'on recycle des batteries mises en service aujourd'hui ne pourra couvrir qu'une petite partie. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est la sobriété des matières, en faisant attention à utiliser intelligemment les métaux. Typiquement, si on fait un petit véhicule électrique, on peut faire plus de véhicules électriques que si on fait des gros Hummers électriques, par exemple. Donc, sur les métaux, il y a vraiment un enjeu pour extraire en Europe, pour collecter, recycler et être capable de remonter la chaîne de valeur industrielle en Europe, parce qu'il ne s'agit pas de collecter, recycler, ensuite envoyer les matières pour qu'elles soient transformées en Chine, parce que sinon on reste dépendant. Et faire attention, c'est pas parce que quelque chose apparaît bas carbone parce que c'est électrique qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut avoir des énormes véhicules et puis gaspiller les matières. Sur les voitures que vous avez abordées, notamment sur la question de l'enjeu des batteries, on a donc une décision du Conseil de l'Union européenne qui a décidé d'arrêter la vente des voitures thermiques à compter de 2035. Alors sur ce sujet, je voulais juste l'aborder rapidement parce qu'il me semble assez symptomatique peut-être de la problématique de la transition énergétique telle qu'on veut nous la définir. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des voitures électriques qui présentent beaucoup plus, on va dire, qui présentent un décalage avec ce qu'offre le thermique en termes d'autonomie, en termes de recharge, en termes de contraintes. Tout simplement, par exemple, nous n'avons même pas 100 000 points de recharge. Or, on envisage d'avoir 15 millions, si je ne dis pas de bêtises, de voitures dans les années qui viennent, d'ici 15 ans. Est-ce qu'on met pas, en clair, est-ce qu'on met pas la charrue devant les bœufs ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas imposer un modèle qui n'est pas suffisamment mûr pour remplacer le thermique ? Tout d'abord, les véhicules électriques ont fait quand même beaucoup de progrès ces dernières années. Donc maintenant, même une petite voiture électrique, typiquement la Zoé, qui est un peu la voiture emblématique en France, a une autonomie qui commence à être conséquente. Il y a des bornes de recharge rapide qui existent, alors qui coûtent souvent cher à l'usage, mais il y a des choses qui peuvent encore être peaufinées. Mais l'écart entre le thermique et l'électrique tend quand même à se réduire. Ensuite, l'électrification des véhicules ne suffira pas à décarboner la mobilité. C'est-à-dire que si on attend le moment où le véhicule électrique offrira exactement le même service que le véhicule thermique, on ne sortira pas du véhicule thermique. Ou alors on en sortira par manque de pétrole et ce sera douloureux. Tout ça
nous amène aussi à s'interroger sur les usages de la voiture, la place de la voiture dans la mobilité. C'est-à-dire que demain, dans 10 ans, il y aura encore des voitures. Il y a plein de gens qui ont besoin de voitures, certaines professions, des gens qui habitent à certains endroits aussi. Et évidemment, en zone rurale, on a besoin de plus de véhicules qu'au centre de Paris, par exemple. Donc, il y aura toujours des besoins de véhicules. Par contre, la place des voitures personnelles dans l'offre globale de mobilité doit se réduire. Il va falloir développer à la fois les mobilités à pied et vélo et la mobilité collective. Pour les voitures, il va falloir développer aussi le covoiturage, alléger les véhicules, que les voitures deviennent aussi plus des véhicules de proximité et pas forcément des véhicules qui permettent de faire des très grandes distances ou alors quitte à être rechargés plusieurs fois sur le chemin. Si vous faites tous les jours 10 km avec votre voiture et que une fois par an vous voulez traverser la France, peut-être qu'on peut trouver une autre solution pour la fois où vous voulez traverser la France pour aller en vacances. Et finalement, vous pouvez avoir une voiture plus petite pour faire vos 10 km tous les jours. Et c'est tout ça qui va nous permettre de nous passer des véhicules, des véhicules thermiques. Mais ce ne sera pas la seule électrification qui jouera. Au-delà donc du mode de transport, on a le réseau, donc le gestionnaire de réseau électrique RTE, estimé autour de 8% la consommation d'ici 2035 de ce nouveau parc de voitures électriques. Est-ce que c'est envisageable, alors qu'on voit bien toutes les tensions que l'on a aujourd'hui sur l'électricité, de se dire qu'on va remplacer à ce point le thermique par de l'électrique, sachant qu'on n'est même pas forcément en mesure de garantir qu'on n'ait pas de coupure l'hiver prochain? Alors, il ne faut pas confondre l'énergie et la puissance. C'est-à-dire que les risques de coupure, ce sont des coupures en puissance. C'est-à-dire, à 19h, les gens rentrent tous chez eux, ils allument tous le four, et là, pendant un moment, c'est difficile pour le gestionnaire du réseau de fournir de l'électricité à tout le monde qui la demande en même temps. C'est de la puissance, c'est de la demande instantanée. L'énergie, c'est la quantité d'électricité qui est utilisée. Donc il y a tout un enjeu pour ne pas charger les véhicules n'importe quand. C'est-à-dire que si on équipe tout le monde avec des bornes bêtes et méchantes, on branche à charge, là on aura un problème. Parce que les gens vont rentrer chez eux à 18h, ils branchent leur véhicule, qui tire sur le réseau à 19h quand la demande est la plus élevée, et là on aura des soucis. Donc il y a vraiment un enjeu pour charger les véhicules aux heures creuses, c'est-à-dire en hiver, la nuit et l'après-midi, les pics étant surtout le matin, donc un pic assez large et moins intense que le pic du soir à 19h qui est plus étroit temporellement mais plus intense. Donc il y a une question de pilotage. Et après, là pour l'hiver prochain, il y a aussi un problème conjoncturel, c'est-à-dire que il y a un problème générique à plusieurs réacteurs nucléaires qui font qu'on a une disponibilité qui cet hiver va être moins bonne. A priori, dans les années à venir, ça devrait s'améliorer. Et si on construit de nouvelles capacités, alors renouvelables, nucléaires, etc., on pourra regagner des marges aussi. Vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cet entretien, donc ça va être la dernière partie justement de cet entretien, la sobriété. Alors, il y a eu 2 tribunes qui sont parues ces derniers jours de dirigeants, donc notamment dirigeants de Total Energy, d'EDF, d'Engie, pour ne parler qu'eux, et une autre tribune de 84 dirigeants dans le JDD. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels seraient les efforts que l'on attend, que les Français devraient faire en termes de sobriété pour déjà rien que passer l'année 2022 et se projeter dans le futur? Alors, avant de parler des efforts à faire, peut-être pourquoi faire des efforts. Tout d'abord, la situation énergétique en France et en Europe est assez critique du fait de la crise sur le gaz qui entraîne aussi une crise sur l'électricité. Et donc l'hiver prochain risque d'être très compliqué à passer, surtout si l'hiver devait être froid. Donc plus on fera d'économies d'énergie cet été, plus on pourra avoir des stocks de gaz élevés, et plus on a de chances que l'hiver prochain se passe pas trop mal. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que l'envol du prix du gaz, avec une demande qui reste élevée et puis une offre qui est plus faible et des risques aussi sur l'offre à venir, le prix du gaz est très élevé et ça entraîne une destruction de demande.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'industries qui mettent la clé sous la porte, des industries d'engrais par exemple. D'ailleurs, en plus, l'engrais, après, ça entraîne une augmentation du prix des céréales qui est en train d'entraîner des crises alimentaires dans certains pays. Les papeteries aussi, l'industrie métallurgique, donc ça fait augmenter le prix des matériaux. Ça va mettre des gens au chômage. Et en parallèle, l'augmentation du prix du gaz entraîne aussi une hausse de la précarité énergétique. Alors, on est relativement protégé dans une certaine mesure en France pour l'instant du fait du gel des tarifs réglementés, mais c'est une dette qu'on contracte pour plus tard. Il y a d'autres pays où ils sont moins protégés et des foyers peuvent avoir une facture de gaz qui augmente de plus de 1 000 euros par an, donc quasiment 100 euros par mois de plus. Plus on économisera du gaz, plus on pourra faire dégonfler la demande, donc le prix du gaz. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de protéger nos emplois, de protéger notre industrie, ce qui est important, et le pouvoir d'achat des Français. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser de l'énergie? Les Français peuvent jouer sur le chauffage et la climatisation. Alors la climatisation, c'est souvent plutôt dans les bâtiments professionnels, mais augmenter les températures de climatisation. Il n'y a pas besoin de climatiser à 20 ou 21 degrés, 26 degrés, ce qui est la température recommandée dans la loi, c'est suffisant. L'hiver, ne pas trop chauffer. Normalement, alors c'est une loi qui est inapplicable, mais légalement, on n'a pas le droit normalement de chauffer à plus de 19 degrés. Alors en pratique, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, là c'est vraiment un geste citoyen, cet hiver, de ne pas chauffer à plus de 19 degrés. Vu que le pétrole aussi va nous poser problème à court terme après le gaz, d'ores et déjà réduire le plus possible notre consommation de pétrole, donc essayer de prendre les transports en commun, covoiturer. Tout le monde ne peut pas le faire, évidemment, mais je pense que c'est aussi à chacun de réfléchir aux efforts qu'il ou elle peut faire et de faire les efforts au quotidien. Mais surtout, essayer d'économiser le gaz et le pétrole et l'électricité. Sur le pétrole, est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration ou au contraire une aggravation de la crise en cours? Sur le pétrole, on peut s'attendre à une aggravation de la crise en cours. À mon avis, on est vraiment au début du sujet. En fait, sur le pétrole, ça fait des années qu'on découvre quasiment plus de pétrole. L'an dernier, on a découvert moins de 10% de ce qu'on a extrait. Donc on découvre peu et on continue à extraire beaucoup. Donc on vit sur les découvertes passées, mais ça ne durera qu'un temps. Et ça fait des années que des pétroliers, des États, des agences internationales tirent la sonnette d'alarme. La vice-présidente stratégie Total, Elly Christopherson, tirait la sonnette d'alarme il y a 2 ans, si je me souviens bien. L'Arabie Saoudite, il y a 1 an, le gouvernement saoudien a annoncé s'attendre à un déclin des extractions mondiales de 30% à horizon 2030. L'Agence internationale de l'énergie s'attend aussi à un déclin de l'offre face à une demande qui continue d'augmenter. Donc, là, il y a un problème structurel mondial sur le pétrole qui va nous frapper dans les années à venir. Dans votre livre, vous dites que les Français auront le droit d'émettre dans 30 ans 1 tonne d'équivalent CO2 contre 9,7 aujourd'hui. Donc c'est énorme, le gouffre est énorme. Au fond, qu'est-ce qu'on demande aux Français? Parce que là, on a presque l'impression d'une révolution. Il faudrait presque. Est-ce que si je dis qu'il faudrait presque arrêter de vivre, bien entendu, je caricature, mais qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est pas du tout arrêter de vivre. Et puis, alors, auront le droit, le terme n'est pas forcément idéal parce que c'est plus un objectif si on va atteindre la neutralité carbone. Il s'agit absolument pas d'arrêter de vivre. De toute façon, les Français n'accepteront pas, enfin les Français ou n'importe quelle autre nationalité n'accepteront pas d'arrêter de vivre. Ce qu'il faut, c'est réussir, à mon sens, à s'interroger sur les services que nous rendent les combustibles fossiles pour préserver le plus possible les services, le cœur des services rendus par les combustibles fossiles et faire des économies sur tout ce qui est autour de ça. Prenons l'exemple de la mobilité. Déjà, réduire le besoin de mobilité. Donc, par exemple, promouvoir le télétravail pour les gens qui peuvent le faire, essayer de développer le tourisme local plutôt qu'aller à l'autre bout de la planète. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça sur la demande de transport. Ensuite, sur l'offre de transport, donc privilégier le train à la voiture et à l'avion, des choses comme ça. Sur les véhicules, avoir des véhicules plus petits pour faire des trajets plus courts, faire du covoiturage, réserver le véhicule au trajet qu'on ne peut pas faire autrement.
etc. Mais il ne s'agit pas d'empêcher les gens de vivre. Il va s'agir, tout l'enjeu, ça va être de trouver des moyens de consommer et de vivre différemment pour, au contraire, préserver le plus possible le cœur des services rendus par les combustibles fossiles face encore à cette double contrainte qu'est le changement climatique et l'épuisement des combustibles fossiles. Si on refuse de faire cet effort-là volontairement, on va le faire de toute façon, mais de façon forcée. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec l'envol du prix du gaz. Les gens doivent économiser du gaz, en fait. On le fait via des faillites d'entreprise. Donc, une fois qu'une entreprise a fait faillite, elle ne consomme plus d'énergie. Et les gens qu'elle a mis au chômage, vu qu'ils n'ont plus de salaire, ils consomment forcément moins. Donc, on fait l'économie. Mais là, pour le coup, c'est une vraie privation. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'éviter d'avoir ce sevrage des combustibles fossiles par le marché et d'être suffisamment intelligent pour pouvoir l'anticiper et tailler de façon volontaire dans tout ce qui est finalement annexe pour pouvoir préserver ce qui est vraiment important et ce qui fait notre confort de vie. Donc la capacité à se déplacer, la capacité à soigner, la capacité à se chauffer à un niveau décent, qui ne soit pas 25 degrés en hiver, mais 19 degrés, c'est déjà pas mal, etc. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Front Populaire, Maxence Cordier. Merci beaucoup pour votre invitation.